Bonjour. Aujourd'hui, dans notre cours Dévoilement et socialisation dans les médias émergents, on va regarder l'analyse de sentiments. Oui, je sais, j'avais dit qu'on allait travailler sur le projet aujourd'hui, mais il faut vraiment regarder un petit peu de théorie avant d'être capable de travailler sur ce projet-là. Et l'analyse de sentiments est un élément très important du travail que vous allez faire finalement, et aussi dans les objectifs du cours. Comme d'habitude, je vais vous demander de regarder une vidéo qui est en lien dans YouTube. Si vous voulez, vous pouvez même commencer par cette vidéo-là présentement et ensuite revenir au cours. C'est quoi l'analyse de sentiments? L'analyse de sentiments, c'est une méthode pour analyser des extraits, des messages qui proviennent de toutes sortes de médias. Souvent, ça provient du web, des médias sociaux, en appliquant des techniques de langage, de linguistique, pour comprendre quelle est l'opinion qui est véhiculée dans l'extrait. C'est une approche qui est utilisée en recherche, mais qui est aussi utilisée par les entreprises, même par les gouvernements, par les sondeurs qui veulent comprendre des messages qui sont exprimés par la population. Donc, quand on fait une analyse de sentiments, on va cibler une population qui voudrait dire un ensemble total ou un échantillon, donc un sous-domaine à l'intérieur d'une population. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'analyse de sentiments? On veut comprendre qu'est-ce que les gens pensent, comment ils se positionnent, leurs opinions. On veut comprendre l'opinion publique, mais aussi de plus en plus, on veut être capable de prédire qu'est-ce que les gens vont faire en regardant ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont écrit dans le passé, pour essayer de déterminer le futur. Donc, l'analyse de sentiments, on s'entend que ce n'est pas une approche qualitative du tout, c'est une approche quantitative qui regarde les comportements et non pas les pratiques, qui regarde les comportements des gens. D'un point de vue philosophique, on voit ici qu'il y a une approche déterministe de cette pratique. Donc, on prétend être capable de déterminer qu'est-ce que les gens vont faire à partir de sources nous provenant de leur passé. On peut déterminer leur comportement dans le futur. C'est une approche qui est très différente des approches souvent phénoménologiques qu'on voit et que l'on discute dans les sciences sociales. Un exemple, ça pourrait être que Facebook, en faisant une analyse de sentiments du contenu sur notre page, peut déterminer pour quel parti on va probablement voter aux prochaines élections. Donc, Facebook essaie de nous catégoriser, de nous classer et peut prédire si on va être actif ou non, si on va aller voter peut-être, si on ne va pas aller voter, pour qui on va aller voter ou pas. Donc, c'est une prédiction déterministe, ce qui veut dire qu'on prétend être capable de déterminer une résolution, un objectif, et que peut-être qu'il n'y a pas de côté d'agencité des individus. C'est une approche un peu plus structuraliste, on pourrait même dire. Avec l'analyse de sentiments, on utilise des catégories et des algorithmes pour faire des prédictions ou pour essayer de comprendre les opinions des gens. Donc, il faut toujours se poser la question, une question qu'on a vue quand on a étudié la classification dans le cours théorie et pratique des médias émergents. Qui est-ce qui crée les catégories? Qui est-ce qui a créé la taxonomie selon laquelle on va classer les gens? C'est une question que Foucault nous pose très souvent lui aussi. Donc, l'élément qui fait qu'on est capable de prédire un comportement avec justesse est toujours basé sur la classification qui est faite des comportements à observer. Donc, les algorithmes qui sont programmés, l'intelligence artificielle qui est en arrière de cette technique-là, est aussi générée par des êtres humains qui, eux aussi, ont leurs propres biais et subjectivités qui sont incluses dans ces catégories et ces taxonomies-là qui sont utilisées pour analyser les sentiments exprimés dans les opinions des gens sur les médias sociaux, sur le web et d'autres sources. Il faut toujours se rappeler de ça quand on regarde des techniques comme l'analyse de sentiments. L'analyse de sentiments va prendre des extraits comme ceux qu'on voit ici et essayer de déterminer ce qu'on appelle leur polarité. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? Ou est-ce que c'est un commentaire ou un extrait qui est neutre? Donc, si je regarde, bon, mon vol a été retardé une fois de plus, quel bonheur! Vous voyez tout de suite la difficulté que l'algorithme de l'intelligence artificielle peut avoir pour comprendre un message qui, pour nous, les êtres humains, est très simple. C'est pas un message qui est tellement positif. C'est un message qui a beaucoup de sarcasme. Donc, le défi de l'algorithme ici, c'est de déterminer et de comprendre
le sarcasme, ce qui n'est pas facile, et d'être capable de classer ce message comme un message plus ou moins négatif. Le deuxième passage, c'est à chier. C'est si beau ce paysage. C'est à chier, normalement, pourrait être perçu comme un message négatif. Sauf qu'ici, le c'est à chier, c'est plus un compliment, un commentaire très positif sur le paysage. Le chien, le meilleur ami de l'homme, qui me réveille en pleine nuit pour aller faire une marche. Encore une fois, quand on parle le chien comme étant le meilleur ami de l'homme, on pourrait voir ça d'une façon positive. Sauf que ici, c'est plus une plainte que la personne qui exprime le message dit. L'autre phrase, je suis fier de ma bagnole rouillée qui me met en rade. Encore une fois, c'est un message qui semble être positif, mais qui est plutôt négatif ici. Donc ici, il y a beaucoup d'expressions en rade et ainsi de suite, nous dit, bon, OK, le gars est cassé, il n'y a plus d'argent dans ses poches, ainsi de suite. Il y a l'expression de la polarité, mais il y a aussi l'expression des émotions qu'on va aller rechercher ici. La dernière phrase, cette pauvre conne qui stanne Nicki Minaj est adorable. Ici, on pourrait dire pauvre conne, encore une fois, c'est un message plus ou moins négatif, mais le pauvre conne ici, c'est plus une expression positive, c'est plus une expression de support envers la personne et aussi même un compliment d'une certaine façon. Donc, avec l'analyse de sentiments, on va donner plusieurs extraits, plusieurs messages à notre intelligence artificielle qui, elle, va analyser, essayer de comprendre et de démystifier qu'est-ce qui est exprimé ici. Une autre façon de jouer avec l'analyse de sentiments, c'est en créant des cartes nuagiques. On était supposé le faire en classe ensemble en utilisant la plateforme SentimentViz. Mais vous allez voir, vous pouvez le faire par vous-même. C'est très, très, très simple. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous apprendre comment l'utiliser. C'est très intuitif. Mais ici, en utilisant le terme Fortnite, en même temps où il y avait un événement qui se passait sur Fortnite, c'est assez intéressant dans les résultats, on voit tout de suite qu'il y avait un concert, il y avait quelque chose qui se passait avec Scott Travis, si je ne me trompe pas. Donc, avec la carte nuagique, ici, on voit les termes qui reviennent le plus souvent. Et c'est une représentation visuelle de l'information qui est analysée. Ici, plusieurs termes qui sont reliés avec Fortnite, dont Scott Travis, Game, Concert, Astronomical, ainsi de suite, sont éparpillés dans les 4 cadrans. Les 4 cadrans sont générés en regardant des échelles. Donc, unpleasant, plaisant, actif, subdued ou restreint. Donc, à partir de ces 4 cadrans-là, on a un cadran unpleasant, actif, unpleasant, subdued. On a le actif, plaisant, le restreint, plaisant. Donc, les gens qui sont plus actifs dans la communication et les gens qui sont plus restreints. Donc, la représentation de cette information-là nous donne une idée de qu'est-ce que les gens pouvaient dire à propos de Fortnite et de toute la discussion qui se passait en même temps directement sur Twitter en parallèle. Donc, il y avait le concert de Scott Travis et ainsi de suite, tout en même temps. C'est une des choses qu'on peut faire avec l'analyse de sentiments. L'analyse de sentiments a plusieurs origines. On pourrait dire que l'étude du discours public des grands orateurs comme Périclès et Hitler, qu'on avait déjà vu dans le cours pratique de communication publique, est un des antécédents à l'analyse de sentiments. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que quand on fait l'étude du discours public, on regarde souvent les discours d'individus en particulier. Avec l'analyse de sentiments, nous, on va aller regarder l'opinion d'un grand public. Donc, pas seulement de chefs ou de grands orateurs choisis, mais vraiment, qu'est-ce que les gens dans le commun vont échanger entre eux? Quelle est la conversation qu'ils vont avoir entre eux? On voit ici qu'il y a une emphase qui nous sort de l'étude des individus vers une masse collective. Ensuite, la suite logique, évidemment, c'est l'étude de l'opinion publique. Donc là, déjà là, on voit, on n'étudie plus les grands orateurs comme Périclès et Hitler. On va étudier spécifiquement l'opinion publique, la foule, cette masse de gens qui a été créée durant la modernisation avec l'accès aux médias écrits, donc la presse, et qui a commencé à avoir une conversation dans la société, une construction de la société civile
qui n'était plus basé seulement sur une espèce de bourgeoisie, mais qui était vraiment éparpillé. Même le boucher qui travaillait à l'abattoir industriel pouvait lire le journal. Donc, lui aussi faisait partie de la conversation dans la société civile qui se faisait. Donc, des auteurs qu'on a déjà vus là-dessus, j'avais brièvement parlé de Gabriel Tarde dans le cours Pratique de communication publique. J'avais parlé un peu de Jürgen Habermas, et je sais que vous avez vu Jürgen Habermas dans plusieurs autres cours ici. Il y a Walter Lippmann, que j'avais déjà mentionné quelques fois, qui lui nous parle de l'opinion publique. Et quelqu'un de tout nouveau, c'est Ferdinand Tönnies. Donc, Gabriel Tarde, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il nous parle plus d'une union de personnes qui forment un nouveau public et avec l'appui de la presse et de ce qu'on appelle les leaders d'opinion, ces gens-là vont créer une conversation qui va être convergente et qui va influencer les politiques de l'État. Jürgen Habermas, évidemment, c'est la sphère publique. Donc, lui, il nous parle de vivre en public. C'est une façon de s'affranchir, mais on s'affranchit par la collectivité. Donc, en communiquant dans un espace public, ou ce que lui, il appelle plutôt la sphère publique. Lippmann, lui, il nous parle de la façon dont les États, dont les gouvernements influencent l'opinion publique. Et finalement, Tönnies, lui, en nous parlant du concept de Gemeinschaft et Gesellschaft, nous parle du passage de l'individu vers une volonté organique qui est centrée sur sa communauté, avec une volonté de réfléchir sur son interaction, mais qui passe vers la société. Donc, c'est quelque chose qui se passe dans la modernisation. Un exemple de modernisation, ce serait l'urbanisation. Donc, pour répéter, l'individu à la base est centré sur sa communauté, pense vraiment à son voisin, sa famille immédiate, les gens près de lui, vraiment une espèce de cercle restreint. Mais une fois que l'individu se met à réfléchir plus loin sur les conséquences de sa conversation, de ses gestes et de son interaction en société, cet individu maintenant pense et converse dans la société. Et pour converser dans la société, on n'habite plus dans un village, mais on habite dans une société moderne. Donc l'urbanisation, la presse écrite sont toutes des choses qui vont aider à faire passer l'individu de sa communauté vers la société. Une autre approche que ceux qui ont pris le cours de méthodologie avec moi ont déjà appris, c'est l'encodage qualitatif en sciences sociales. Donc ça, c'est une approche où les chercheurs vont prendre, encore une fois, une base de données, des extraits, des contenus, des messages. Ils vont les analyser un à un. On peut être aidé de logiciels souvent, mais c'est toujours un être humain qui va commencer à faire l'encodage, qui va essayer de donner du sens aux messages qu'on a lus, aux messages qui ont été récoltés. Donc, on va faire une analyse du contenu en ce qu'on appelle mettant des codes à des bouts de phrases, à des termes, pour leur donner une signification. Ensuite, il y a la linguistique, qui est un domaine de recherche qui influence beaucoup l'analyse de sentiments. Et finalement, on a l'intelligence artificielle qui nous vient de l'informatique, qui, elle, nous donne les appuis techniques et les algorithmes et nous donne les procédés pour être capable de faire cette analyse de façon automatisée en utilisant la force brute. Une des choses que l'analyse de sentiments nous permet de faire, c'est d'organiser des données non structurées en données structurées. Donc, avec l'analyse de sentiments, on est capable de déterminer si un message est positif ou négatif. Ça nous permet aussi d'analyser l'émotion qui est dans le message. Donc, vraiment, beaucoup le subjectif du message. Comment est-ce que ça fonctionne en pratique? Donc, on a un algorithme qui fait un apprentissage lui permettant de classer les messages selon une polarité. La polarité, ça veut dire est-ce que le message est positif, négatif ou neutre. On vérifie le message de notre base de données contre ce qu'on appelle un corpus linguistique. C'est quoi un corpus linguistique? Un corpus linguistique, c'est une autre base de données qui existe déjà, qui a été créée par des humains ou par un autre logiciel et qui a déjà été encodée. Donc, il y a déjà des valeurs qui ont été attribuées à ces messages-là. Donc, on compare notre extrait avec un corpus linguistique qui existe déjà. La première étape, c'est l'établissement de ce qu'on appelle le corpus linguistique de base. Ça, c'est la référence qu'on va utiliser pour comparer nos extraits. On peut avoir des corpus spécifiques dans une industrie. Donc, en tourisme, j'aurais probablement un corpus
de plusieurs termes, de plusieurs mots, de plusieurs discussions et messages qui sont reliés au tourisme, qu'on a déjà classifiés. On pourrait avoir aussi des corpus qui sont spécifiques à des langues. Donc, je pourrais avoir un corpus spécifique en français sur les achats en ligne. Ou je peux aussi tirer mon corpus d'un média social. Je pourrais tirer mes messages de comparaison de Twitter, par exemple. Dans le tableau qu'on a ici, on a comparé des messages qu'on a été chercher avec notre corpus de base. J'ai fait ma recherche sur Fortnite et j'ai été chercher plusieurs termes ici. On regarde le score de pertinence vis-à-vis le corpus de base et le nombre de fois que le mot apparaît dans ma base de données de mon extrait. Le mot Fortnite est celui qui ressort le plus dans ma base de données. En passant, cet exemple ici est un exemple fictif. Les valeurs qui sont ici ne sont pas vraies. N'essayez pas de reproduire ça, ça ne fonctionnera pas. Quand je fais la comparaison de mon échantillon, donc mon corpus d'études, avec le corpus de référence, j'essaie de déterminer le contexte de l'utilisation des termes, ce qui me permet de déterminer le score de pertinence. Donc, si dans mon extrait, j'ai le mot « je », quel est le contexte du mot « je » dans mon corpus de référence? Le mot « jeu » veut probablement dire un jeu vidéo. Le mot « joueur » veut probablement dire un joueur de jeux vidéo. Réalité veut probablement dire la réalité virtuelle. Dans le contexte que j'ai ici, si j'ai un corpus qui me parle du jeu vidéo. Donc, je parle d'un corpus de référence qui me parle de jeux vidéo. Le développement de la grammaire symbolique, ça nous permet de comprendre la construction syntaxique des extraits. Donc, on va regarder des termes comme le mot « que », « puisque », des conjonctions, des articles. Au lieu de s'attarder sur le sens, la signification d'un terme dans une phrase, on va se concentrer sur la fonction de tous les termes, de tous les modificateurs dans une phrase. On va essayer de trouver des relations entre ces éléments de syntaxe pour comprendre, encore une fois, le sens de la phrase, le sens de l'extrait. Dans nos grammaires, on peut rajouter des termes aussi. On peut les modifier selon nos besoins. La plupart des grammaires ont été développées à partir de données lexicales telles que WordNet, qui nous vient de Princeton, qui est de base en anglais, mais il y a plusieurs autres versions de WordNet dans toutes sortes de langues. Donc, c'est souvent utilisé en linguistique pour comparer des termes, mais c'est aussi utilisé en informatique pour créer la base de l'analyse de sentiments et d'autres techniques. Un exemple de grammaire symbolique, ce serait ajouter des règles et affiner celles qui existent déjà pour la phrase « Le jeu Fortnite est too much ». Donc, dans notre contexte canadien, le jeu Fortnite est too much, c'est pas un truc négatif. Et pourtant, probablement ici, que notre logiciel d'analyse de sentiments pourrait dire que le terme too much veut dire que ça coûte trop cher, donc une connotation négative vis-à-vis le jeu Fortnite. Et peut-être même que la compréhension de qu'est-ce qui est indiqué ici, le jeu Fortnite est too much, peut-être que ce serait interprété comme le jeu Fortnite coûte trop cher, donc c'est un sentiment négatif. Le codage que le logiciel ajouterait automatiquement serait sentiment négatif. Et pourtant, dans le langage commun du français au Canada, too much, c'est quelque chose de positif. C'est une expression qui est utilisée souvent par les jeunes, qui dit quelque chose est chic, quelque chose est bien et attrayante. Donc, si on avait un algorithme très intelligent et très bien développé avec un corpus plus canadien que français international, le codage pourrait être sentiment positif. Donc, l'extrait « Le jeu Fortnite est too much », le codage sur l'expression « too much » serait un sentiment positif. C'est à cette étape-là qu'on ajuste et qu'on affine les règles pour qu'elles soient plus spécifiques à notre corpus d'études. Donc ici, on aiderait l'algorithme à faire un apprentissage des termes
canadien-français, au lieu de se baser seulement sur un corpus de français international. Ici, on a un exemple de WordNet Affect, qui est une des versions subséquentes qui a été développée pour codifier les messages en positif, négatif, neutre, mais avec d'autres variables à l'intérieur. Donc, quand on regarde le positif, on pourrait aussi rajouter le qualificatif joie, rayonner, exalter, allègrement, réjouir, euphorisant, triomphe. Si on était dans un contexte canadien, on pourrait rajouter d'autres mots qui ne sont pas ici couverts. Un deuxième exemple, ici, basé sur un lexique de sentiment qui n'est pas basé sur la polarité, ce serait de prendre la phrase « Ce voyage me rend totalement charrette ». C'est une expression française et non canadienne. Charrette, dans le contexte habituel, c'est un embarquement tiré par des chevaux. Sauf que nous, il faudrait qu'on fasse un affinement, un ajustement pour que, au lieu que le logiciel codifie le mot charrette comme voulant dire aucun sentiment exprimé, qu'on aurait une autre codification qui nous expliquerait qu'est-ce que le mot charrette veut dire dans le contexte de France. Donc, ça veut dire, dans un contexte de France, un épuisement mental. Donc, quand je dis « ce voyage me rend totalement charrette », ça veut dire que ce voyage m'épuise mentalement. Donc, quand on fait notre ajustement dans la base de données de notre lexique de sentiments, charrette maintenant pourrait être codifié comme voulant dire que c'est un sentiment négatif qui exprime la tristesse et la détresse. La base de données qu'on utilise pour classer les sentiments est tirée du Big Six. C'est quoi le Big Six? C'est une base de données psychologique sur les 6 types d'émotions qui ajuste les données de WordNet Affect pour nous donner plusieurs façons de moduler les émotions, de les classer. Donc, si je regarde la joie, j'ai le culte, l'adoration, la chaleur, le triomphe, l'unité, la sympathie, la tendresse. Vous savez que vous pouvez toujours rajouter d'autres termes à vos bases de données quand vous faites vos analyses. Dans le contexte du travail que vous allez faire tout ça manuellement. Donc, on n'a pas de logiciel pour utiliser ça en classe, ni sur Internet. Vous allez faire ce classement-là manuellement à partir de quelques termes seulement. Évidemment, vous allez avoir accès au document Excel qui a tous ces termes-là que vous pouvez facilement copier-coller et vous pouvez rajouter des termes aussi dans votre travail au besoin. La dernière étape de l'analyse de sentiments est une vérification faite par des humains, évidemment. Donc, on veut toujours vérifier que l'algorithme n'a pas fait d'erreur. Il y a toujours des ajustements manuels à faire. Il faut aussi comprendre que les algorithmes ne peuvent pas comprendre tout le contexte. Quelque chose qui serait simple pour un humain de comprendre, donc une subjectivité, de comprendre le ton, l'ironie, le contexte, n'est pas quelque chose qu'un algorithme peut facilement comprendre tant qu'il n'a pas suivi l'apprentissage nécessaire pour être capable de relever ses propriétés. Il y a aussi d'autres choses qui sont un peu plus difficiles pour les algorithmes de lire, telles que les emojis et les mimes, et d'autres images qui pourraient être incorporées dans le même contenu d'un message. Donc, si j'ai un tweet avec une image qui représente un mime, ou si j'ai des emojis, c'est pas tout à fait simple pour l'algorithme de comprendre le contexte et qu'est-ce que toutes ces choses-là, toutes les fonctions de ces éléments ont dans un seul extrait. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut encore des humains pour faire le travail. Ça nous montre aussi une certaine limite de la technique là-dessus et pourquoi qu'il faut faire attention avec les idées déterministes que l'on peut retrouver en analyse de sentiments. Si l'on reprend nos extraits du début et qu'on applique une analyse de sentiments sur eux, on peut voir beaucoup de choses intéressantes. On va utiliser le Word Affect qu'on a vu plus tôt et le Big Six pour analyser les phrases suivantes. J'ai fait tout ça manuellement et c'est ce que je m'attends de vous. On n'a pas de logiciel pour faire ça ici et vous n'avez pas beaucoup d'exemples à me donner dans le travail comme tel. Donc, simuler le travail de l'algorithme est suffisant à votre niveau. Bon, mon vol a été retardé une fois de plus. Quel bonheur! Ici, j'ai décidé de classer cet extrait comme sentiment négatif en me basant sur le Word Affect et colère-irritation en me basant sur le Big Six. Vous pouvez choisir autre chose aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Si quelqu'un d'autre avait codifié cette base de données et le corpus d'études différemment,
ou le corpus de référence différemment, on aurait pu avoir des résultats différents. Ici, je n'ai pas soumis mes extraits à un vrai corpus. Je l'ai fait manuellement, comme je vous le dis. C'est à chier, c'est si beau ce paysage. Donc ici, j'ai décidé de codifier ça de sentiments positifs qui expriment la surprise merveille, la joie et l'adoration. Le chien, le meilleur ami de l'homme, qui me réveille en pleine nuit pour faire une marche. Ici, j'ai mis un sentiment négatif et j'ai mis un petit peu de colère avec un peu d'enragement. Donc l'enragement ici va moduler, modifier le colère, va l'affiner encore plus. Je suis fier de ma bagnole rouillée qui me met en rade. Ici, j'ai exprimé un sentiment négatif avec un peu de tristesse, avec un certain poids, et encore une fois de la tristesse et une expression de misère, puisque je suis en rade, je n'ai plus beaucoup d'argent. Cette pauvre conne qui stan Nicki Minaj est adorable. Donc ici, j'ai mis un sentiment positif avec une expression de joie et de sympathie. C'est tout pour aujourd'hui. Pour l'examen final, je veux pas que vous fassiez du par cœur pour essayer de tout mémoriser les concepts qu'on a vus aujourd'hui. Ce que je veux, c'est que vous ayez une compréhension des processus pour faire l'analyse des sentiments. Je vais pas vous demander des formules ou des choses plus poussées que ça. Je vais peut-être vous demander de codifier manuellement des termes spécifiques en vous basant sur des bases de données directement que vous pouvez aller chercher. Ce cours, c'est le dernier en termes de contenu à étudier pour l'examen. Pour l'examen, on va regarder tout ce qu'on a fait depuis le début du cours et on va retrouver des questions sur à peu près tous les sujets qu'on a regardés. Encore une fois, c'est pas du par cœur. Ce que je vous demande, c'est la compréhension et d'être capable d'utiliser la logique pour répondre à des questions. Il va y avoir un mélange de choix de réponse, vrai ou faux, et quelques questions à développement. Puisqu'on utilise Moodle, on ne pourra pas avoir de diagramme dans le cours, malheureusement. Je sais que certains d'entre vous, vous n'avez aucun problème à ne pas faire de diagramme. Vous savez, moi, je les adore, les diagrammes. Le prochain cours, on va se concentrer sur le travail. Donc, ça va être le dernier cours en entier de la session et on va se concentrer sur un modèle que je vais avoir développé pour vous et je vais vous l'expliquer pour vous aider à être capable de faire votre propre travail final là-dessus. Je vais vous demander de regarder le vidéo YouTube et de jouer avec Sentimentviz un peu pour être capable de voir qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est très facile, comme je l'ai dit. En classe, on aurait pu faire plus en termes de laboratoire, mais vous pouvez vous amuser avec cette plateforme-là qui est gratuite en passant, sans problème. Il n'y a pas tout ce que j'aimerais avoir dessus, mais c'est suffisant pour l'instant. Donc, je rappelle, c'était le dernier cours avec contenu pour l'examen. Vous allez réviser toutes les séances de cours du début de la session jusqu'à maintenant. Et pour le travail, c'est ce qui nous manquait aussi pour être capable de compléter le projet. C'était un cours sur l'analyse de sentiments. Maintenant qu'on a ça, vous pouvez aller de l'avant sans problème dans votre travail, mais je vais aussi faire le dernier cours. On va parler du travail que vous devez faire pour le cours. Donc, je vous remercie d'être ici, de votre patience et à bientôt.